bonjour à tout le monde. Donc effectivement, je ne suis pas Damien Rescio, qui est le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, qui pour des raisons de santé ne peut pas être avec nous aujourd'hui, il s'en excuse. Donc il m'a gentiment chargé de venir à sa place. J'en suis absolument ravi et je vous remercie de l'invitation. Un peu impressionné de venir dans un pays dont les agences antidopage sont la spécialité, puisqu'il n'y en a pas moins de 4 en Belgique. Ce qui est une originalité, mais je ne vais pas me moquer parce que le millefeuille administratif français n'est quand même pas triste non plus, et vous en aurez peut-être une petite démonstration rapide, je vous rassure, bientôt. Donc voilà, donc Damien m'a aussi gentiment donné sa présentation. Il m'a aussi expliqué que tout au long de la journée, des orateurs se succéderaient et que certains d'entre eux démontreraient que mon travail n'a pas de sens, ne sert à rien, voire est nuisible. Mais bon, comme je suis fonctionnaire français, je suis habitué. C'est mon lot quotidien. Voilà. Donc, on commence simplement une présentation et puis ça illustrera un peu quelques réflexions qu'il y a pu y avoir dans un très pratique de l'activité d'une organisation antidopage sur un plan national. Bon, quelques chiffres clés pour vous situer un peu l'organisation dans sa taille, c'est pas complètement anodin. L'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, rassemble 70 agents à temps plein, mais il y a un maillage territorial assez important, je vous l'expliquerai. C'est 9 millions d'euros de budget annuel, c'est 10 000 prélèvements effectués chaque année. Un groupe cible, ce sont les sportifs qui sont particulièrement astreints à une obligation de localisation, qui font l'objet d'un suivi et d'établissement d'un profil biologique. On couvre l'intégralité des disciplines sportives françaises. On traite également VIT, mais ça je vais vous montrer les différents aspects de l'activité. Mais d'abord, il y a une spécificité des organismes antidopage qui doivent être indépendants de l'État. C'est le cas de l'Agence française de lutte contre le dopage, qui est une autorité publique indépendante, avec une personnalité morale distincte de celle de l'État, donc pas de tutelle du ministère des Sports, et une autonomie financière qui nous permet de gérer le budget absolument comme on l'entend, même si on est soumis au contrôle évidemment financier à Cour des comptes. Les objectifs affichés de l'Agence française de lutte contre le dopage, qui en cela adhère totalement à la philosophie qui a pu être décrite, qui fonde la lutte contre le dopage actuelle, c'est préserver les valeurs du sport, protéger la santé des sportifs. Alors on parle plus à l'AFLD de valeurs du sport que d'équité des compétitions sportives, alors que par exemple les organisations anglo-saxonnes, USADA ou UKID au Royaume-Uni, sont vraiment très axés sur le level playing field, donc l'égalité entre les participants et la protection de ce qu'ils appellent l'athlète propre, ce qui est difficile à traduire en français, ce qui pose des difficultés d'ailleurs lorsqu'on doit faire des communiqués communs avec d'autres agences, parce que athlète propre en français ou athlète pur, comme Jean-Noël Musset a pu le dire tout à l'heure, ça sonne bizarrement à des oreilles francophones, et on ne se retrouve pas forcément directement dans cette vision-là des choses, parce qu'il y a des différences culturelles, malgré un chapeau international commun, il y a des différences culturelles assez marquées entre les pays en matière de lutte contre le dopage. Alors, pour revenir sur la question de l'indépendance et du budget, on dépend tout de même de l'État à 80% pour le financement, et donc ça implique des négociations régulières sur le niveau de notre financement, qui est difficile pour l'instant. Mais on a également des recettes propres tirées de nos activités de prestataires. Car vous savez qu'il y a plusieurs organisations antidopage qui ne sont pas compétentes simplement territorialement, mais également à raison du niveau de la compétition. Et donc il y a des grands événements sportifs français qui se déroulent sur le territoire français, Tour de France, etc., Euro de football, qui relèvent d'autres organisations antidopage et qui peuvent nous missionner pour réaliser des prélèvements ou les analyses, et donc on en tire des recettes qui contribuent à équilibrer notre budget. Toujours dans l'idée de l'autonomie des organismes antidopage, il y a donc une gouvernance qui garantit cette autonomie à travers la désignation de différents membres du collège de la AFLD, qui est une sorte de conseil d'administration, si vous voulez, avec des magistrats,
des représentants de chacune des académies de médecine, de sciences, de pharmacie et vétérinaire lorsqu'il y a des questions animales, et des membres issus du mouvement sportif, un sportif de haut niveau, mais qui n'est plus en activité, et un membre d'administration du CNOSF. Donc le monde sportif n'a pas la main mise, l'État non plus n'a pas la main mise, puisque les seuls représentants, disons, fonctionnaires d'institutions plus ou moins étatiques viennent en fait de cours de contrôle et sont des magistrats, et donc ne sont pas soumis à un pouvoir hiérarchique de la part de l'État, ce qui nous préserve de toute pression, en tout cas directe, dans les affaires particulières, ce qui n'empêche pas un dialogue évidemment sur la politique générale qui est menée, y compris les moyens qui y sont consacrés. La particularité, c'est que ce collège traite aussi bien des affaires générales, la vie de l'agence, mais également l'organe disciplinaire antidopage en France. Donc c'est devant ce collège que les sportifs, après être passés par les échelons fédéraux, des fédérations sportives, sont entendus et ensuite sanctionnés. Bon, alors l'émission je vous ai présenté un peu ça au regard du droit français. Il faut bien voir que l'on se coule dans un modèle qui est celui de l'AMA. Le modèle, la lutte contre le dopage, repose sur plusieurs entités. Vous avez les organisations antidopage, qui sont soit des organisations nationales, soit des fédérations internationales. Vous avez les laboratoires accrédités, qui réalisent des analyses. Et les organisations antidopage ont plusieurs fonctions. Ce sont des autorités de contrôle qui diligentent, qui choisissent les sportifs, qui font un programme de contrôle et qui diligentent les contrôles. Également des autorités de gestion des résultats. Une fois qu'on a constaté une infraction, on va prononcer les sanctions. Ces fonctions ne sont pas toujours toutes réunies dans la même entité. L'UCI, par exemple, a délégué, l'Union cycliste internationale a délégué sa fonction d'autorité de contrôle à une fondation indépendante. Mais en revanche, reste autorité de gestion des résultats. Donc il y a une pluralité de modèles de gouvernance et de répartition des fonctions dans le monde de l'antidopage. Le nôtre, c'est une concentration des fonctions, et même à l'extrême, et de manière très originale, puisque nous avons au sein de l'agence le laboratoire accrédité antidopage, ce qui est une exception dans le monde, qui nous a obligés vis-à-vis de l'AMA de garantir l'indépendance fonctionnelle de ce laboratoire, qui dispose d'un budget propre. Le directeur est indépendant de la manière dont il va choisir ses méthodes scientifiques et établir les résultats. Voilà, donc une concentration très forte pour la France, mais qui reprend l'essentiel des fonctions dévolues aux organisations antidopage. Et en plus, vous avez, hors de la filière répressive, vous avez les AUT, les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, qui permettent d'utiliser des substances interdites dans le cadre d'un traitement médical, et qui donc là permettent de ne pas être sous autorisation préalable, de ne pas être sanctionné. Vous avez aussi une action de recherche à travers le laboratoire, mais aussi par les subventions versées à des projets scientifiques, de recherche, pardon. Et une action de prévention, mais qui en France est plus assumée par le ministère des Sports que par l'Agence française de lutte contre le dopage. On a la capacité de le faire, mais absolument aucun budget pour le faire. L'organisation, comme organisation antidopage, comme organisation nationale antidopage, nous agissons dans le concert international à travers une association des organisations nationales antidopage, mais également par la sollicitation de nos experts, nos collaborateurs dans différents groupes de travail ou comités de l'Agence mondiale antidopage. Notre conseiller, par exemple, notre conseiller scientifique, qui est médecin, participe au comité de liste de l'Agence mondiale antidopage, le comité de liste qui établit chaque année la liste des substances et des méthodes interdites. Ces diversités des fonctions se retrouvent dans la structuration de l'agence avec des services communs et 2 départements qui incarnent d'une part l'organisation antidopage, l'autorité de contrôle, et d'autre part le laboratoire antidopage. Bon, c'est pas passer rapidement, mais ce qui est intéressant dans la présentation, outre le fait que le siège soit à Paris, c'est le réseau territorial très fort sur lequel s'appuie le système français, puisqu'il y a 300 agents de contrôle antidopage répartis sur tout le territoire, qui ne sont pas des agents à temps plein, qui sont des médecins, des infirmiers, agréés, et qui sont diligentés en fonction de leur proximité géographique pour réaliser des contrôles. Ce qui rentre
ce qui est en lien avec l'orientation qui est donnée en France à la politique de lutte contre le dopage, puisque d'autres pays se concentrent sur les sportifs de haut niveau et se contentent d'un pool restreint de préleveurs. La France a fait le choix de contrôler tous les niveaux de compétition et donc a besoin d'un maillage beaucoup plus fin du territoire pour mener ses actions, y compris à travers des relais tels que des correspondants interrégionaux. On a 13 correspondants interrégionaux qui connaissent le territoire et par délégation diligentent les contrôles sur les compétitions qui sont dans leur ressort géographique. Bon, pour en sortir des aspects institutionnels et en venir à la politique de contrôle même de la FLD, cette politique de contrôle suit les standards établis par l'Agence mondiale antidopage. Bon, en France, nous avons une loi propre, que je ne vous ai pas citée, qui était au début, une loi qui date de 2006, donc tous les standards de l'AMA et le Code mondial antidopage ne sont pas d'application directe, ils ont été transposés en droit français, avec parfois, je vais vous l'indiquer, des contradictions, des difficultés de concilier la vision du Code mondial antidopage qui va très loin dans l'atteinte aux libertés individuelles des sportifs et les contraintes constitutionnelles françaises de respect de ces libertés individuelles et contraintes également européennes puisqu'il y a des affaires pendantes devant la Cour européenne des droits de l'homme sur les obligations de localisation, mais je vous en parlerai. Donc en suivant tout de même les standards de l'Agence mondiale antidopage, il s'agit pour l'agence, pour le département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, d'établir un programme annuel de contrôle basé sur une cartographie des risques. Donc sur différents critères liés aux caractéristiques de la discipline, fait-elle appel à la force, à l'endurance, liés au contrôle antérieur qu'on a pu mener aux résultats, liés aux renseignements qu'on peut avoir, à l'analyse qu'on peut avoir d'une situation. Il y a une cartographie des risques qui est établie et donc une répartition de notre volume de contrôle sur ces différentes compétitions en différenciant les niveaux d'activité, la répartition géographique et le type d'analyse qui peut être réalisé. Parce que sur chaque prélèvement, il n'y a pas des analyses types, il y a toujours la même gamme d'analyses qui sont réalisées, mais ensuite on peut faire des analyses complémentaires en fonction du type de discipline. Bien sûr, lorsqu'on tire à l'arc, on ne va pas forcément rechercher de l'EPO ou des stéroïdes, alors que dans des compétitions de fond, des sports de fond, on va chercher là plutôt de l'EPO. Bon, il y a également un argument financier qui fait que ces analyses spécialisées sont assez chères, donc on les réserve aux cas les plus pertinents. Donc voilà une idée, je ne vous ai pas donné, ce n'est pas un document public, donc je ne vous ai pas donné la répartition exacte par sport qui est programmée au début d'année, mais pour vous donner une idée, on a des quotas, donc un quota total d'analyse, de prélèvements à réaliser et d'analyses à effectuer. Même cette répartition est assez encadrée par l'Agence mondiale antidopage qui impose ça à l'ensemble des pays, l'idée étant d'éviter que des pays soient plus laxistes que d'autres. C'est vraiment la vision constante de l'AMA que d'encadrer l'action des organisations nationales ou des fédérations internationales par peur de conflits d'intérêts ou de laxisme. Et donc l'Agence mondiale antidopage nous donne des guidelines très précis sur des quotas d'analyse à réaliser par sport. Donc si vous contrôlez du rugby, il va falloir faire tant d'analyses, tel pourcentage d'analyse sur des stéroïdes, tel pourcentage sur le PO, sur d'autres choses, voilà, les peptides, ce que vous voulez. Donc, grâce à la cartographie des risques, on a ciblé un certain nombre de disciplines. Actuellement, et c'est constant depuis 2 ans, c'est donc athlétisme, football, rugby de manière vraiment croissante. Les sports de combat dans toute leur diversité, puisque c'est un univers très foisonnant qui vraiment explose, et avec des pratiques dopantes qui sont très, 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 très prévalentes, dans la mesure où on a ciblé ces galas de MMA, de grappling, de différentes disciplines qu'il peut y avoir, et on a un taux de positivité qui est très, très élevé. Le cyclisme, bien entendu, le triathlon, l'haltérophilie, et puis le musculation, bodybuilding, même si on ne l'a pas mis, ça c'est bodybuilding qui est un peu en marge du monde sportif, même si ça a relevé une fédération agréée en France à une époque. Là aussi, dans le bodybuilding, on a particulièrement ciblé ces disciplines dans le cadre d'une volonté de lutter contre les trafics, et on a pratiquement 100% de positivité. On pouvait s'en douter, c'est confirmé par l'expérience. 100%, soit que l'analyse, le résultat d'analyse soit anormal, soit que la personne essaye de se soustraire au contrôle.
Donc on contrôle 40 bodybuilders, on a 40 procédures disciplinaires à engager. Le programme de contrôle, donc la stratégie de contrôle, elle est également géographique, puisqu'on sait qu'il y a des concentrations, que les sportifs se retrouvent sur certains lieux, du fait du cadre institutionnel, avec l'INSEP qui accueille de nombreux sportifs de haut niveau, des lieux qui traditionnellement accueillent des sportifs pour leur préparation, Font-Romeu, Tignes. Font-Romeu est d'un intérêt particulier dans la mesure de sa proximité avec l'Andorre, par lequel on a certaines indications qu'il y aurait des trafics de substances dopantes. Les dom-tom sont plus qu'à cibler à investir dans la mesure où la distance géographique a pu faire qu'on n'effectuait que des contrôles urinaires sur ces territoires. On a fait le choix de mener une opération spéciale en envoyant des préleveurs sur une épreuve cycliste en Guadeloupe et de faire des prélèvements sanguins qu'on a ramenés dans l'avion directement au laboratoire de Châtenay-Malabry. Et cet effet de surprise nous a conduit à avoir un taux de positivité très important, de rapport d'analyse anormaux très important dans cette opération, puisqu'il a atteint les 17% de positifs, avec de nombreux cas d'EPO, notamment d'EPO séra, qu'on ne voyait pas tellement ailleurs, puisqu'elle se voit assez clairement à l'analyse sanguine, et au contraire, dans les urines, elle se voit moins bien, elle ne voit pas. Enfin, je parle sous le contrôle de l'éminent Bernardine, qui me contredira si je dis des bêtises. Un des axes de cette stratégie de contrôle, de plus en plus, et on a pris un peu de retard en France, il faut l'avouer, mais on essaie de le rattraper, c'est de développer l'investigation, de ne pas faire du quantitatif, de faire des prélèvements de manière un peu guidée, de manière pragmatique, mais d'essayer de cibler au maximum notre action, cibler dans sa globalité, en établisant une stratégie telle que j'ai pu vous l'évoquer à travers une cartographie des risques, mais également à travers des investigations plus particulières, ciblant des équipes, ciblant des individus, des réseaux, des filières, nous permettant d'intervenir à bon escient à travers les contrôles antidopage, c'est-à-dire au bon moment, puisque évidemment les fenêtres de détection sont parfois assez courtes, et il faut être bien renseigné pour pouvoir attraper certains des sportifs les plus au fait des techniques qui pourraient sinon passer au travers des mailles du filet. Pour ça, le Code mondial antidopage nous a doté d'une sorte de réglementation d'exception, vraiment qui va très loin par rapport à d'autres champs de régulation, d'autres activités dans la société. On vous en cite, je peux vous en citer quelques-uns. L'aide substantielle, c'est un véritable programme de repenti qui permet, en dénonçant, d'abord en admettant l'ensemble de ses fautes, dans la conception qui est celle de la lutte contre le dopage, et en dénonçant tous les faits de dopage dont on peut avoir connaissance, obtenir une réduction de la sanction ou l'assortissement d'un sursis à cette sanction. Donc un programme de repenti qui est mis en place, ce qui n'est pas si fréquent en droit français et qui découle directement du Code mondial antidopage. On a également permis aux organisations antidopage d'effectuer des contrôles de nuit chez les sportifs. D'abord des contrôles en tout lieu, y compris au domicile du sportif. Ça a été le cas. Puis en tout moment, y compris les contrôles de nuit. Alors avec un petit encadrement du fait de nos contraintes constitutionnelles. C'est soit avec l'accord du sportif préalable, un sportif signe un papier disant qu'il est d'accord pour que l'on vienne chez lui à toute heure de la nuit, soit par l'intervention du juge des libertés et de la détention, qui est un magistrat de l'ordre judiciaire français, qui, au vu des indices graves et concordants qu'on lui apporte, nous autorise à conduire un contrôle au milieu de la nuit chez un sportif. Donc vraiment une législation qui sort assez largement du droit commun des pouvoirs d'investigation d'autorités administratives. L'effort également porte sur l'environnement du sportif, en identifiant les personnes qui ont conduit à se doper, soit en l'incitant, soit en l'aidant, soit en lui procurant des produits. Et désormais, ceux-ci peuvent être listés
Et on peut interdire aux sportifs de prendre ces personnes comme manager, comme entraîneur, de les prendre dans leur environnement sportif, d'entraînement. Donc c'est ce qu'on appelle l'association interdite. Voilà. Et plus largement, ça c'est quelque chose qui doit être fait dans tous les pays et qu'on met en place assez fortement en France, c'est la collaboration avec les forces de l'ordre. Il y a un office central qui est spécialement dédié aux atteintes à la santé publique, à l'environnement, et qui comprend le dopage dedans. L'OCLAESP, qui est composé de gendarmes et de policiers. On travaille avec les douanes, Interpol, la police. Et lorsque je vous parlais du maillage territorial tout à l'heure, dans chaque région, il y a une commission qui rassemble régulièrement, plusieurs fois par an, les services de police, de douane, le préfet, le ministère des Sports, la FLD, pour partager des informations, programmer des actions communes. Et donc un certain nombre des actions dont je vous parlais en direction du bodybuilding ou des sports de combat, en fait, se réalisent avec l'inspection du travail, avec la répression des fraudes, avec le fisc, avec la police, et sont des opérations groupées où il y a plusieurs dizaines de fonctionnaires qui arrivent sur un événement et qui passent au crible l'ensemble des éléments qu'ils peuvent trouver dans le cadre de ces manifestations. Et fréquemment, dans ce type de manifestations qui sont un peu en dehors des sentiers fédéraux battus des autres disciplines, on retrouve de la détention de produits dopants, du travail dissimulé, des doubles billetteries, des doubles caisses. Donc, voilà. Lorsque, dans ce genre de milieu, il y a une concordance de différentes pratiques déviantes au regard de différentes réglementations qui nous permet une action coordonnée et à travers ces différents leviers, remonter, mettre une pression maximale sur les personnes concernées et remonter éventuellement les filières. Je passe, on fait signe. Donc les contrôles réalisés en 2015, les chiffres 2016 sont absolument similaires, environ 10 000 prélèvements. Alors, il faut savoir que, comme je vous disais, on fait des prestations de services, donc sur ces 10 000 prélèvements, il y en a environ 8 000 et quelques qui sont des prélèvements pour le compte de l'agence française, dans le cadre de sa stratégie de contrôle, le reste étant demandé par des entités tierces, des fédérations internationales la plupart du temps. C'est intéressant, mais très rapidement, de comparer ce volume de contrôle de pays en pays. Je n'ai pas la slide qui correspond, mais je peux vous dire que c'est un chiffre à peu près équivalent, en tout cas à peu près équivalent à celui au nombre réalisé par l'agence américaine, alors que la population n'est absolument pas comparable. Ça tient à plusieurs facteurs, le principal étant qu'en France et dans d'autres pays continentaux européens, on garde un objectif de santé publique. Et donc on considère qu'il ne s'agit pas simplement de se concentrer sur le haut niveau et de garantir l'intégrité des compétitions de haut niveau, mais qu'il faut également lutter contre les pratiques dopantes à tous les niveaux de compétition. Ce qui fait que ces 8 000 prélèvements réalisés pour le compte de la FLD sont répartis sur l'ensemble des sportifs français. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus concentré sur les sportifs de haut niveau, ce qui justifie un nombre moindre. L'autre facteur étant le fait qu'aux États-Unis, les ligues professionnelles ne sont pas soumises à la législation antidopage, ne sont pas dans le champ de juridiction du SADA et développent leur propre programme antidopage et antidrogue. Avec des chiffres très élevés, la NFL a effectué 15 000 contrôles antidrogue, antidopage, puisque le champ n'est pas tout à fait le même, effectué à peu près ce montant-là par an. Donc sur la partie gestion des résultats, quand je vous parlais de millefeuille administratif français, on le retrouve exactement là, puisqu'on a choisi de garder une compétence aux fédérations sportives sur le plan disciplinaire. La logique, c'est de continuer à responsabiliser les fédérations qui, en premier échelon, doivent prendre la responsabilité de la sanction qu'ils prononcent contre le sportif. Et la FLD intervient simplement en fonction d'harmonisation si on considère que la fédération a été trop ou pas assez sévère ou n'a pas bien appliqué le droit. Donc on insiste pour que les fédérations continuent à jouer leur rôle. Si elles ne le font pas, on reprend la main, mais en principe, elles doivent le faire, et avec un double échelon, un organe de première instance, d'appel, etc. Donc une certaine complexité de la procédure, avant d'arriver à la sanction définitive éventuelle devant l'Agence française de lutte contre le dopage, qui elle-même peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État, ce qui est également là dérogatoire par rapport au Code mondial antidopage, qui prévoit la compétence du TAS. Donc c'est un des points que la France a voulu maintenir,
ne pas soumettre ces décisions publiques à un arbitrage d'une instance privée, mais à sa cour administrative suprême. Bon, le régime de sanctions, vous avez tous une idée, vous avez tous entendu ce que ça pouvait être dans la presse. Il y a une gradation, ça peut aller de l'avertissement. Le classique, c'est l'interdiction temporaire qui peut être étendue en cas de récidive. Des sanctions pécuniaires qu'on applique assez peu, mais qu'on va appliquer de plus en plus, notamment dans les disciplines qui ne relèvent pas de fédération et pour lesquelles les sanctions sportives ont peu de portée, donc sport de combat, bodybuilding, etc. L'annulation des résultats, effectivement, ça peut mordre pas mal, notamment dans ces disciplines-là où il y a des primes à la clé suite au combat. Voilà. Donc voilà toute la chaîne de la définition de la stratégie, la réalisation des contrôles, jusqu'à la gestion des résultats, qui constitue l'activité de l'Agence française de lutte contre le dopage. Je vous remercie.